Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres du jour. On va commencer par notre influenceur parce qu'avec l'essor des plateformes numériques, impossible de passer à côté des vulgarisateurs sur Internet et donc impossible pour nous aussi de ne pas vous présenter celui qui pourrait bien être le plus grand vulgarisateur d'histoire sur le web et il est français. Nota Bene est notre focus du jour. Et puis elle a une idée derrière la tech. Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippe. Ça va, vous êtes en pleine forme? Je suis en pleine forme. Bon, super. Quel va être l'objet de notre chronique aujourd'hui? Alors je vais vous parler du jeu de rôle du réchauffement climatique. Et oui, ça existe. Direction le futur, direction 2100 et direction Chamonix. On y fait un tour tout à l'heure. On en parle dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour. Il a le don de la parole facile et du jeu des mots, de l'intonation percutante et des messages qui bouleversent. Vous le connaissez forcément car chacune de ces prestations orales prennent aux tripes et font le tour d'Internet. Plongé aujourd'hui au cœur de l'éloquence avec notre invité dont c'est le don. Vous allez le voir, Pierre Faury, bonjour. Bonjour Philippine. On est absolument ravis de vous recevoir aujourd'hui dans l'École du Futur. Vous êtes créateur de contenu autour de l'art oratoire, étudiant à HEC et vainqueur de la grande finale nationale d'éloquence en 2023, entre autres. On en parle dans un instant, juste après le focus. Il vient de passer le cap des 2 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. 7 ans après avoir publié sa première vidéo, Nota Bene, de son vrai nom Benjamin Briot, est le vulgarisateur histoire et mythologie que vous devez connaître. Chacune de ses vidéos est un vrai succès. On va essayer de comprendre pourquoi avec aujourd'hui Jean Martineau. Mes chers camarades, bien le bonjour. Il s'appelle Benjamin Briot et si son nom ne vous dit rien, c'est peut-être que vous le connaissez sous le pseudonyme de Nota Bene. Benjamin se lance sur YouTube en 2014 et on peut dire que sa réussite sonnait comme une évidence. Passionné d'histoire et d'audiovisuel, il allie ses deux passions pour produire du contenu qualitatif et divertissant. Avec la guerre qui vient, il faut aussi arriver à unifier les Français de toute tendance religieuse ou politique, de gauche comme de droite. Un mouvement est donc créé pour faire cause commune. Les leaders politiques, les chefs religieux et les responsables de syndicats se mettent d'accord pour siffler la fin de la récréation. C'est ce qu'on appelle le mouvement de l'union sacrée. Et ce mot n'a pas été choisi pour rien. Le devoir national essaye de se placer au-dessus de tous les autres et ça marche. Beaucoup de croyants qui se sentaient marginalisés vont tout faire pour prouver qu'ils méritent d'être français autant que les autres. Malgré le fait qu'il ne soit pas historien, Nota Bene est muni de grandes connaissances. Des connaissances qu'il allie à un travail acharné et l'explosion des chaînes éducatives durant la même période, l'Essonien ne tarde pas à franchir le gros cap des 100 000 abonnés sur la plateforme. Malgré cette ascension, Nota Bene garde les mêmes objectifs et convictions. Il veut réunir des publics différents autour d'une même passion, attirer les gens avec des figures qu'ils pensent connaître et aller à l'encontre des idées reçues. Aujourd'hui, à plus de 2 millions d'abonnés, Benjamin reste humble sur son travail et se décrit simplement comme un complément d'études. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué pour moi d'avoir un discours sur l'éducation et à l'histoire dans le milieu scolaire, parce que moi, j'y suis plus maintenant. Je suis un peu extérieur, même si j'ai des enfants et que je vois un petit peu comment ils apprennent l'histoire à l'école. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est mon boulot à moi, c'est pas d'être prof. Je suis pas là pour les remplacer, mais il y a une démarche qui est complètement complémentaire. Et donc, j'ai beaucoup de professeurs qui me disent, c'est vrai qu'on a utilisé ces vidéos qui parfois sont un peu fun, un peu plus distrayantes. Il y a une forme qui attire un petit peu plus les jeunes, en amorce ou en continuité finalement d'un discours qu'on peut délivrer à l'école. On leur dit allez regarder la vidéo de Nota Bene et puis on va la débriefer ensemble en cours, ou justement à la fin on n'a pas pu tout voir, allez voir la vidéo de Nota Bene et vous en saurez un petit peu plus. Donc moi je suis très fier aujourd'hui qu'il y ait cette continuité et surtout cette complémentarité avec les professeurs. Aujourd'hui vulgarisateur historique le plus connu du YouTube français, Nota Bene ne se repose pas sur ses acquis. Sa chaîne YouTube est plus qu'active avec une cadence de 2 à 3 vidéos par semaine sur des thèmes assez variés. Lorsque les humains développent l'agriculture, notamment dans le croissant fertile au Moyen-Orient, le stockage des grains devient un problème essentiel. Comment les protéger contre les rongeurs? C'est là qu'entre en scène le chat sauvage d'Afrique, aussi appelé chat ganté. Moins farouche que ses cousins européens, c'est sans doute de lui que descendent nos matous. Et c'est lui que les premiers paysans ont laissé peu à peu pénétrer leur espace domestique pour protéger le fruit de leur récolte contre les souris.
Durant les fouilles d'un village agricole néolithique retrouvé à Chypre, une équipe du CNRS a ainsi découvert au début des années 2000 divers restes de renards, de chiens, de chats datant du 8e millénaire avant notre ère, prouvant bien que les félins étaient déjà utilisés comme compagnons, mais aussi comme nourriture et comme source de fourrure, comme le chien d'ailleurs. Celui qui avait commencé YouTube en étant au chômage a su gravir les échelons et est aujourd'hui reconnu pour la qualité de son travail. Salut. Pour briller en entretien ou encore défendre ses convictions les plus sincères, vous le savez, la rhétorique est essentielle et c'est un art qui se travaille parce qu'elle est à la fois un marqueur social et un moyen de dépasser les déterminismes. On va découvrir ensemble dans un instant le pouvoir de la parole et des mots avec notre invité tout de suite dans la première partie du talk. Et il est avec nous aujourd'hui pour en parler. Pierre Faury, créateur de contenu autour de l'art oratoire, étudiant à HEC et vainqueur de la grande finale nationale d'éloquence en 2023. On est ravis de vous avoir. Vous êtes passé, Pierre, d'une vie plutôt tranquille, on va le dire, d'étudiant tout à fait comme les autres, à véritable star des réseaux sociaux sur lesquels vous cartonnez grâce aux extraits assez stupéfiants, il faut le dire, de vos prestations orales que vous partagez sur vos comptes. Prestations orales car votre différence à vous, Pierre, c'est votre voix, c'est votre capacité à embarquer une audience, tout un public avec vous autour des sujets qui vous touchent. Première question pour commencer, peut-être, ça veut dire quoi être éloquent ? Ça veut dire quoi être éloquent ? C'est savoir transmettre des messages et des émotions. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de manières d'être éloquent. On pense parfois qu'être éloquent, c'est avoir un charisme incroyable, une présence sur scène formidable. Et en fait, pas du tout. À titre personnel, je suis plutôt quelqu'un d'assez introverti naturellement. D'accord. Et finalement, l'éloquence, elle passe aussi par l'émotion. Et donc, c'est simplement ça, être éloquent, c'est faire infuser des messages un peu quel qu'il soit, et de la manière qu'on préfère. Mais il y a 1000 éloquences, et c'est ça la bonne nouvelle, justement. Ça s'apprend, l'éloquence, Pierre ? Ça s'apprend, oui et non. Il y a des dispositions naturelles. Tout le monde ne pourra pas devenir un Édouard Baird ou une Christiane Taubira, mais tout le monde peut avoir une parole qui compte, des messages qui portent. Et donc oui, il y a une part d'inné, mais on peut en tout cas apprendre à avoir des messages intéressants et qui marquent les gens. Vous savez en tout cas manier votre voix, votre intonation, ça c'est sûr, mais aussi, et c'est bien souvent bouleversant, les mots et les messages que vous souhaitez transmettre à votre public. Et pour ça, je voudrais qu'on regarde un petit extrait de l'une de vos dernières prestations. Ce soir, je passe en dernier. Dernier concours, un dernier discours. Or, comme vous le savez, on garde toujours le meilleur pour la fin. Et ouais. Ceci dit, on dit aussi que les premiers seront les derniers. Et on dit que les meilleurs partent toujours les premiers. Alors, dès le début, je ne sais plus trop quoi penser. Je sais simplement que cette phrase devrait nous inquiéter. Les meilleurs partent toujours les premiers. Et pourtant, je constate chez ceux qui nous gouvernent une impressionnante longévité. Qu'est-ce que ça vous fait, Pierre, de revoir ces images ? C'était lors de la grande finale, justement, que vous avez remporté ? Exactement. Ça me fait toujours bizarre de me voir. C'est toujours étrange. Bon, j'ai eu le temps de m'y habituer maintenant. Au départ, je détestais ça. C'est vrai. Mais ça me rappelle des super souvenirs. Parce que les concours d'éloquence, il y a tout un enjeu, en effet, d'apprendre à parler, etc. Mais c'est aussi, et avant tout, un enjeu de divertissement. Et je crois que si j'ai gagné ce concours-là, c'est parce que je me suis beaucoup amusé, en fait. Vous êtes admirateur de Raymond DeVos ? Je suis un grand admirateur de Raymond DeVos et de sa capacité à trouver du jeu de mots et du sens partout. Ouais. Mais voilà, c'est ça aussi, c'est s'amuser justement. La parole, et je pense qu'une parole impactante, c'est une parole que soi-même on apprécie. C'est un moment qu'on partage avec l'autre et où nous-mêmes on s'amuse un peu, ou en tout cas on est intéressé par ce qui se passe, par ce qui existe dans l'air finalement avec l'interlocuteur. Exactement. D'où est-ce que ça vient justement cette passion pour la prise de parole, ce goût aiguisé pour les mots et pour les autres aussi qui portent une parole dont Jeanne vient de parler ? Mais c'est assez récent en fait. Ouais. Comme je le disais, je suis plutôt quelqu'un de timide et de réservé par nature. Et justement pour sortir un peu de ma zone de confort, quand je suis arrivé en école de commerce, je me dis tiens, il y a un concours dans mon école, je vais le faire. Et donc vraiment par hasard, je me suis retrouvé à passer une après les autres les étapes et à la fin même à gagner. Et je me suis dit tiens, il y a quelque chose à continuer. Et justement sur le côté, le fait de s'amuser, le premier concours que j'ai fait à HEC, j'ai pas du tout apprécié le moment. Parce que j'étais tellement dans le stress, dans la bulle de vouloir faire quelque chose d'excellent. Vous vous rendiez pas compte effectivement de ce qui se passait. Exactement. Et vous prenez aucun plaisir, j'imagine. Exactement. Et donc j'en ai refait précisément pour ça, parce que je voulais une deuxième fois ou une troisième fois faire la même chose, mais vraiment m'amuser.
Et je pense qu'il y a eu de la progression entre les concours. C'est aussi parce qu'il y a eu de plus en plus en fait, d'envie d'être là et de joie de participer qui, je crois, touche aussi peut-être davantage des gens que quelqu'un qui est stressé et qui récite quelque chose dont il n'est pas tout à fait certain. Oui, et puis j'imagine qu'effectivement pour vous ça change tout. Alors on l'a dit, vous avez participé à ces concours d'éloquence, vous les avez gagnés pour certains. Vous êtes également vous-même coprésident du nouveau prix national Cyrano, le premier concours de rhétorique et d'éloquence intergénérationnelle et interdisciplinaire. Une sorte, c'est quoi, d'olympiade de l'éloquence qui s'adresse à tout le monde? Exactement, on est en année olympique en plus, donc c'était l'occasion. Ça tombe bien. Et on trouvait, en fait, on avait plein de remarques de beaucoup de personnes autour de nous qui nous disaient c'est drôle parce que les concours d'éloquence c'est super, mais c'est que pour les étudiants. Et c'est vrai, on le voit beaucoup dans les facs, beaucoup dans les écoles, mais après, nulle part. Et donc on s'est dit on va créer un concours d'éloquence où absolument tout le monde peut participer. Aujourd'hui on est au stade des quarts de finale et on a une lycéenne qui a je crois 16 ans. Et à l'autre bout du spectre, on a un monsieur qui a 65 ans, qui est retraité. Ah ouais. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on crée un événement de divertissement culturel populaire, mais qui est vraiment ouvert à tous. C'est partout en France? Alors, tout s'est passé à Paris, mais on a eu des candidats qui venaient de partout en France. On a eu des candidats belges, on a encore une candidate suisse qui est en lice. Et avec une deuxième particularité, c'est qu'au-delà de l'âge, on teste des formes d'éloquence assez différentes. Là, on a vu dans l'extrait, par exemple, l'éloquence du discours qu'on a écrit à l'avance. Nous, on teste aussi, par exemple, l'improvisation. Parce que la vraie éloquence, c'est aussi celle-là. L'éloquence du quotidien, quand on discute avec quelqu'un, c'est quasiment toujours de l'improvisation. On teste aussi des choses différentes, plus proches du théâtre. On a par exemple une épreuve d'un discours musical. Donc on a une musique qui est imposée aux candidats et ils ont un sujet et ils écrivent aussi en pensant à la musique qui sera derrière eux pendant leur discours. On a des épreuves en équipe aussi. Donc voilà, beaucoup de choses. Au total, 10 épreuves différentes qui sont, comme vous le disiez, cette forme d'olympiade. Oui, ça porte bien son nom. Exactement. Effectivement. Est-ce que l'éloquence, elle intéresse encore les jeunes aujourd'hui? Oui. Oui, et de plus en plus. Il y a eu deux phases en fait. Il y a eu une phase il y a quasiment une dizaine d'années avec le reportage à voix haute sur Eloquentia justement, avec ensuite le film Le Brio. Et donc il y a eu une vraie phase où l'éloquence s'est popularisée beaucoup. La période Covid était plus complexe parce que c'est des événements physiques et ça existait, les concours d'éloquence en Zoom, c'était un peu moins réussi. Oui, effectivement. Et là, ça revient parce qu'il y a justement toute une série de créateurs, notamment en ligne sur TikTok, Instagram, qui participent à rendre ça un peu plus sexy, si j'ose dire. Et je pense aussi à essayer de le rendre un peu moins bourgeois. Et Eloquentia, par exemple, fait un travail super sur ça. Notamment dans les cités, et dans tout type, non pas les grandes écoles de commerce, mais aussi les Exactement. universités. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et je suis un très mauvais exemple de ça. Oui, mais quelque part, vous vulgarisez aussi ce métier et cette passion. Exactement. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il y a un vrai enjeu à désembourgeoiser et aussi à attirer des gens qui ne sont pas que des étudiants. Parce que l'éloquence, elle appartient à personne et donc elle appartient à tout le monde. C'est une très belle fin de première partie en tout cas. Merci beaucoup. On va continuer à en parler si vous voulez bien dans un instant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Image et vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. 家里要装上这个监控，是不是比狗强上好几倍？这是气动的，不是真家伙，不要误会。 Oh ma douce France, pourquoi c'est jamais tout recommence? Je suis connaisseuse importance, sans les je suis le piparo. Better not fuck with me, तेरे का skin in su तेरे all company फेरी माँ पैसा, तासंगा पैसा, मासंगा yeah पैसा, तासंगा पैसा,
मसँग ये शाहरुखलाई लोन ब्याग सलमानको डोनरमा पैसाको गोलमाल बाँडिजेको ओनरमा साँच्चीकै भनेको कुरो सुन्दा फेरि ठट्टा लाग्छ चन्द्रमामा जग्गा मेरो धनी पूर्जा पक्का बाछ 5 देखि 10 20 150 मस्ती सक्यो ल पर्खी प्रिन्ट हुन्छ पर्सी फेसबुक र Peel off the sticker, stick it below any switch, connect it to your phone, use the phone to control the switch. Want to switch it off, put another one on top, or just use this attachment, which when the bot's in switch mode pulls it back. Then go crazy and get creative with it. Just like that, he's on the loader. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Pierre Faury. Pierre, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, du réchauffement climatique, certains s'alarment ou se désolent, d'autres en jouent, mais toujours avec sérieux, c'est ce que vous allez nous dire. Et c'est notamment le cas de Nicolas Nova ou Étienne Mineur, qui se sont associés pour écrire le jeu de rôle du réchauffement climatique et son titre Chamonix Sentinelle. Absolument. L'un est anthropologue, il s'appelle Nicolas Nova. Il est à gauche sur la photo qu'on va voir et il a écrit déjà Fragment d'une montagne qui traitait des Alpes. L'autre graphiste, Étienne Mineur, à droite, connu pour son utilisation de l'IA dans les pratiques du design, serial prof à la Aide à Genève, à Camondo, à Paris, au Gobelin et autres. Bref, tous deux étaient au KIC Festival dernier à Namur pour présenter leur bébé intitulé Chamonix Sentinelle. Ce que c'est, eh bien, un jeu de rôle qui nous emmène entre 2030 et 2100, en plein milieu des Alpes, à Chamonix plus précisément, puisque c'est un haut lieu d'études pour les changements climatiques qui touchent de 2 à 3 fois plus rapidement les grands massifs montagneux, rappelons-le. Le tout pour envisager bien ce à quoi va ressembler notre futur dans les 70 prochaines années. Alors justement, à quoi ressemble ce jeu de rôle? Alors ça prend la forme de 170 pages pour établir le scénario d'un monde post-420 ppm. Alors qu'est-ce que c'est les ppm? Petit rappel Philippine, c'est le taux de CO2 dans l'atmosphère. En l'occurrence, on les a atteints, super. Et le National Geographic nous rappelle que ça faisait 3 milliards d'années tout simplement qu'on n'avait jamais atteint un tel niveau de carbone dans l'atmosphère. Zut. Bref, quelles en sont les conséquences sur nos vies futures d'un point de vue autant naturel que politique, que artistique même, eh bien c'est la question que Nova et Mineur se posent dans ce jeu de rôle. Est-ce qu'ils ont une réponse justement? Eh bien plein de réponses, plein de scénarios spéculatifs au sein d'une chronologie qui va de 2030 à 2100. Allez, compte à rebours. Hop, on passe directement à 2040. 2040, eh bien le Tour de France par exemple, suite à des canicules répétées, aura lieu en 2040 à la période de Pâques. Il sera avancé de quelques mois d'ici à 2047. Alors d'ici à 2047, eh bien pour faire face à la fonte des glaces et à l'évaporation, on construira des stupas de glace. Ça, ce sont des techniques qui ont été déjà utilisées à l'Himalaya, dans l'Himalaya, pour stocker les eaux de fonte et servir ensuite à l'irrigation au printemps des terres à irriguer. Dès 2050, eh bien, les stations de ski sont hors d'usage et les infrastructures mécaniques sont donc absolument abandonnées et inutiles. Des nouvelles donc, vocations, des nouveaux métiers apparaissent. Il y en a un qui s'appelle celui de hobomancien, nous dit le jeu de rôle. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des upcyclers d'anciennes machines et d'anciens dispositifs techniques qui vont utiliser ces matériaux pour créer de nouvelles machines pour correspondre à de nouveaux usages. Incroyable, formidable. Et donc c'est entre la documentation et la prédiction, c'est ça? Absolument. Pour écrire ce jeu de rôle, les auteurs ils ont travaillé pendant des mois. Et pour l'illustrer, eh bien le graphiste Étienne Mineur a joué le jeu du futur. Il a nécessairement utilisé des images générées par IA, of course. Mais n'allez pas croire que c'est simple ou que ça a été rapide. En fait, pour ce faire, il a fait ingurgiter des quantités d'images dans le style qu'il voulait atteindre à la machine pour que ce soit obtenir voilà, cette esthétique-là, un peu publicité Mont-Blanc années 20, que ce soit pour obtenir un rendu brouillon pour les monstres du Turfu, pour imaginer des habitats ou encore la céramique du futur qui sera imprimée en 3D, faite de couches, donc plus de glaise de jadis et plus d'effet de gravité, ou encore pour représenter des figures de survivalistes du Turfu ou des éoliennes de demain. Bref, ça a été en fait un aller-retour constant entre documentation donnée à la machine
et images proposées, choix des images proposées. Lui, il parle notamment de la difficulté qu'il a rencontrée pour créer ces monstres, ces images de monstres un peu crado, parce que les IA, elles ont tendance à donner des images extrêmement léchées. Ça fait partie d'une difficulté qu'il a dû dépasser. Et vous nous disiez justement qu'il était connu pour son utilisation de l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'il n'en est pas à son premier fait d'armes? Non, il enchaîne les séminaires absolument partout en Europe et surtout en France, dans de nombreuses écoles d'art. Il est aussi connu pour avoir réalisé dans le théâtre d'Orange l'un des premiers spectacles immersifs entièrement réalisés avec des images générées par IA générative, mais moi je le préfère quand il invente également avec l'IA des polices de caractères toutes plus folles les unes que les autres. On peut lancer, on voit ici une typo qu'il a développée pour Issey Miyake, c'est la styliste, où il reprend les plis qui sont sa marque de fabrique, avec les fameux Please Please pour les connaisseurs, mais il va aussi frotter les caractères au monde du champignon, on le voyait, ou alors du corail avec des volumes, des creux, pour lesquels les IA génératives, elles sont extrêmement habiles. Et lui, il parle vraiment de l'IA comme d'un nouvel assistant avec lequel il fait de constants allers-retours, avec qui il travaille, co-crée, tout en mettant son métier en perspective. Il parle du fait que le graphiste de demain, ce sera plus tant un créatif qu'un curateur de contenu, un homme qui choisit, en fait, qui fait le choix. Mais encore faut-il avoir des idées pour prompter. Et en tout cas, pour ce qui est de Chamonix Sentinelle, c'est disponible en ligne gratuitement sur la maison d'édition d'Étienne Mineur qui s'appelle Volumique. Donc vous pouvez aller y faire un tour, aller regarder. Il faut quand même manger 170 pages de contenu. Ah oui. Mais ça vaut le coup. Et puis, faut bien savoir ce qui va se passer demain. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette chronique. Et puis, nous, on va continuer à parler éloquence avec notre invitée. Jeanne, évidemment, vous êtes libre d'intervenir tout de suite dans la deuxième partie du talk. Et on continue de parler de ce sujet-là avec notre invité Pierre Faury. Pierre, les jeunes ont une désaffection du langage politique, un langage qui est parfois considéré comme un peu creux, constitué de formules toutes faites, aussi d'éléments de langage. Ça, c'est un constat qu'on fait. C'est aussi le constat que fait Bertrand Perrier, que vous connaissez sans doute, avocat, spécialiste de l'art oratoire. À l'approche des élections européennes, les politiques auraient-ils besoin d'un petit peu de cours d'éloquence pour convaincre et mobiliser les jeunes, selon vous ? Non, parce que l'éloquence, ils l'ont quand ils le veulent. C'est parfois, ils se refusent aussi au parler vrai. Ça veut dire que c'est un sujet de choix. C'est un sujet de choix. Il y a beaucoup de politiques qui ont beaucoup de talent. Simplement, la parole, elle est percutante et elle intéresse les gens quand elle est sincère. Et parfois, en politique, quand on est dans la récitation des éléments de langage, on oublie, je crois, cette sincérité-là. Et c'est peut-être la raison de cette déconnexion qu'on voit justement, notamment les jeunes, mais en fait pas que. Tout à fait. Parce qu'il manque parfois se parler sincère. Non pas que les politiques soient des menteurs, c'est pas du tout ce que je dis, mais plutôt qu'on est parfois dans quelque chose de quasiment robotique dans la récitation d'éléments de langage, de punchline écrite à l'avance. Et le côté très humain, en fait, qui est fondamental dans la politique, se perd peu à peu. Et je crois que c'est dommage et c'est ça qui explique la déconnexion qu'on observe avec un certain nombre d'électeurs, notamment jeunes. Ça veut dire que la sincérité, la vérité et les émotions aussi, elles sont absolument essentielles quand on parle d'éloquence et de parole. Et on pense que la politique, c'est quelque chose d'uniquement rationnel, ou c'est des idées qui s'enchaînent, etc. Non, il y a une vraie dimension d'émotion aussi dans la politique. Alors attention, parce que l'émotion, parfois, elle verse dans quelque chose qui ressemble à de la manipulation. Ouais. On le voit beaucoup, c'est l'un des travers. On le voit beaucoup, par exemple, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, où quasiment tous les partis, d'ailleurs, ont recours massivement à la musique derrière leur discours, parce que ça crée de l'émotion. Et donc il y a toujours un danger, en effet, sur ça, mais à l'inverse, une politique qui est désincarnée et qui est vide d'émotion, c'est une politique qui parle plus aux gens, et donc c'est normal que les gens aillent moins voter. Vous nous parlez de musique et on parlait politique, et bien justement, ça va être notre sujet de cette prochaine question. Aya Nakamura, chanteuse franco-malienne à l'aura internationale, a été la cible de propos racistes de la part de plusieurs membres d'extrême droite, suscitant même l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris il y a quelques jours. Une polémique qui enfle depuis quelques semaines après une déclaration d'Emmanuel Macron concernant la participation de la chanteuse à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, où elle interpréterait, ça reste encore hypothétique, une chanson d'Edith Piaf. Pour certains, Pierre, Aya Nakamura maltraite la langue française. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Mais déjà, il y a quelque chose de très particulier. C'est que, en éloquence et plus largement dans l'art, en fait, une chose qui est fondamentale, c'est, justement, on disait le parler vrai, c'est en fait l'authenticité. Et donc, ce qui est surprenant dans le choix qui avait été fait ou suggéré par le président, c'est de vouloir faire chanter du Piaf à Aya Nakamura. Et ça marche pas. Parce que justement, un artiste, il est bon, il est touchant quand il est lui-même. Et donc, soit on fait un choix clair, qui est de dire Aya Nakamura chante du Aya Nakamura, soit on a un artiste qui incarne une vision de la langue française peut-être plus ancienne, en tout cas différente, et on assume ce choix-là.
Mais cette manière de vouloir un peu faire plaisir à tout le monde fait qu'à la fin, on fait plaisir à personne. Et c'est ça qui est dommage. Et il faut, je crois, là aussi, assumer les choix jusqu'au bout. Sur Aya Nakamura, ensuite, est-ce qu'elle dénature la langue française? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des gens qui l'écoutent. Et la langue, elle se construit aussi par l'usage. Donc pour vous, la langue se réinvente, et c'est notamment ce que fait Aya Nakamura. Mais de même qu'on ne parle pas la langue que parlait Montaigne, il y a des auteurs du 15e, 16e qu'on traduit en français moderne. Et donc la langue, elle évolue. Et je suis sûr que si on montrait à des gens du 16e siècle la langue qu'on parle aujourd'hui, ils seraient très critiques aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut enseigner du Aya Nakamura pour autant. Non. Simplement comprendre que la langue se construit par l'usage. Et donc quand il y a des usages qui infusent dans le langage, on peut, autant qu'on veut, le condamner. En fait, ça ne sert à rien de le condamner, parce que les gens parlent ce qu'ils entendent et entendent ce qu'ils ont envie de parler. Donc, il faut aussi l'accepter. Les réseaux sociaux, selon vous, ils ont justement un rôle dans ces polémiques, dans l'évolution aussi de la langue française? Dans les polémiques, c'est sûr, parce que c'est un amplificateur qui permet une résonance d'absolument tout. Sur la langue française, je crois que justement, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux aussi de poésie. Il y a plein de créateurs aujourd'hui, ils sont très nombreux, notamment sur TikTok, et notamment assez jeunes en fait, qui écrivent de la poésie, qui récitent de la poésie. Et je trouve qu'on a parfois cette vision des réseaux sociaux. Moi, quand j'ai commencé à être un pseudo-influenceur, ma mère m'a dit « Pierre, tu vas devenir comme Nabila ». Et donc, on a une vision qui, je pense, était vraie il y a 10 ans, des réseaux sociaux comme étant abrutissants. Mais ce n'est pas le cas du tout aujourd'hui. Et il y a plein de contenus extrêmement pertinents, extrêmement intéressants, notamment sur les sujets de langue française. Il faut simplement savoir bien chercher. C'est quoi les hashtags du coup à chercher? Il y a le hashtag BookTok qui est très important sur TikTok pour tout ce qui est littérature. Il y a le hashtag poésie ou poétrie en anglais qui sont très importants. Donc voilà. Et puis après, ceux qui se plaignent, moi, ça me fait toujours rire de voir que des bêtises sur TikTok, c'est un algorithme qui cible ce que l'on aime. Donc si vous voyez que des bêtises sur TikTok, c'est peut-être que vous aimez beaucoup la bêtise aussi. Le message est lancé. Est-ce que vous étiez timide plus jeune, Pierre? Parce qu'on dit souvent, c'est vrai que c'est souvent les timides qui font les meilleurs orateurs. Vous nous avez dit que vous n'étiez pas forcément très à l'aise avec la prise de parole en public, mais est-ce que vous étiez à un point où, il y a quelques années, c'était vraiment difficile de faire un exposé, par exemple, en classe, ou de prendre la parole de manière publique? Alors, oui et non. En fait, je me suis toujours rattrapé par l'écriture. Et donc l'écriture permet de perdre un peu une partie du stress, parce qu'on sait ce qu'on a écrit et donc on se rattrape aussi. Et ce qui était plus dur pour moi, c'était en effet comment oraliser cette écriture-là. Le maintien du regard, parler lentement, j'ai tendance à parler très vite par exemple. Et donc ça c'était très compliqué pour moi. Et c'est là justement où les concours d'éloquence, plus largement les cours d'éloquence ou de théâtre par exemple, sont assez importants, parce que dans la vie de tous les jours c'est fondamental de savoir être écouté, être entendu. Et en effet sur la timidité, la bonne nouvelle c'est qu'on en sort et ça se dépasse. Simplement, ça suppose pas mal de travail, et notamment parfois de se mettre à nu un peu sur scène, de prendre des risques, mais le risque est très largement récompensé. Alors, pardon. Vous faites du théâtre ou pas? Non, j'en fais pas du tout, mais je fais ce qu'on appelle des pièces d'éloquence avec la personne avec qui j'ai co-créé le prix Cyrano dont on parlait à l'instant. On fait justement des pièces d'éloquence qui est un mélange assez unique de théâtre, de concours d'éloquence et d'improvisation. C'est un genre qui est vraiment unique en son genre. Que vous avez créé ou qui existait déjà? Dans lequel je participe et je me produis, mais dont je ne suis pas le créateur. Okay. Mais j'ai le plaisir de partager la scène avec justement son créateur. Et ça marche très bien parce qu'on teste en fait toutes les disciplines de l'éloquence, à savoir le discours et cette partie d'improvisation qui est fondamentale dans la prise de parole. Vous avez donc un parcours, on l'a vu, déjà bien chargé à votre âge, 22 ans, Pierre. Qu'est-ce que vous allez faire plus tard? Là, vous avez donc 22 ans, vous êtes étudiant à HEC, c'est la dernière année de master, de ce que j'ai compris. Exactement. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire après? Vous posez les questions qui fâchent, Philippine. Non, c'est toute la réflexion que j'ai en ce moment, parce que j'ai mon diplôme là dans un mois ou deux. Moi, j'aime beaucoup écrire, et donc trouver un métier où je peux le faire, ça me plairait beaucoup. Aujourd'hui, en parallèle de mes études, j'écris pour un certain nombre de dirigeants, même aussi d'artistes dans la chanson, dans le stand-up. Donc vous êtes créateur de contenu à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi pour d'autres. En mon nom et pour d'autres. D'accord. Et j'ai pas encore tout à fait décidé si c'est la voie vers laquelle je me destine ou pas. Mais bon, je suis jeune et donc j'ai le temps de me tromper et puis de trouver le bon chemin ensuite s'il faut. Et la politique, ça ne vous a jamais intéressé? La politique, si. Il y a justement le point que je faisais tout à l'heure sur le parler vrai. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que je fais aujourd'hui, c'est un certain rapport à la liberté. Je dis ce que je veux, je crée ce que je veux, j'écris ce que je veux, et donc j'ai aucun carcan sur moi pour dire certaines choses que j'ai pas envie de dire. Et ça, c'est tellement libérateur. Et donc, je suis encore un peu timide aussi par rapport à ça, parce que
Je trouve que m'enfermer dans quelque chose où j'aurais pas cet espace de liberté-là, ça risque de me déplaire un peu. Bon, en tout cas, on vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Pierre, merci mille fois d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Pierre Fourie, créateur de contenu autour de l'art oratoire, étudiant à HEC dans sa dernière année, d'ici quelques mois, c'est terminé, et vainqueur aussi de la grande finale nationale d'éloquence en 2023. On a été ravis de vous recevoir aujourd'hui. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, pour ces chroniques toujours aussi passionnantes. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, comme tous les jours, vous le savez, on se retrouve dès 12h30 et dès demain sur School TV. Bonne journée.